Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 22 janvier. Nous reviendrons bien sûr sur les derniers chiffres concernant le Covid-19, en particulier dans le département du Rhône. 358 décès supplémentaires au niveau national hier. La vaccination s'accélère. Le gouvernement se donne une semaine pour voir si le couvre-feu suffit. Sinon, ce sera reconfinement. 1 millier d'étudiants ont manifesté hier à Lyon. Emmanuel Macron a fait des annonces hier concernant les étudiants. Nous l'écouterons dans cette édition. L'écologiste Fabienne Grébert veut elle aussi la fermeture de la centrale du Bugey d'ici 2024. La candidate du pôle écologiste aux élections régionales souhaite même la fermeture de tous les réacteurs de plus de 40 ans avant 2024. Une expédition quelque peu particulière qui va avoir lieu ce samedi au Grand Large, où les plongeurs s'attendent à découvrir des restes de carlingues d'avions. Les gendarmes de la région disposent désormais de véhicules et de vélos électriques. Les TCL renforcent leur offre à l'occasion des soldes ce week-end. Et puis dimanche, c'est le derby. L'AS Saint-Etienne reçoit l'Olympique Lyonnais. Enfin, le chef de Culina Hortus, le premier restaurant gastronomique végétarien élu meilleur restaurant végétarien du monde, Adrien Zeda, participera à Top Chef à partir du 10 février. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 54 nouveaux malades du Covid-19 ont été hospitalisés dans le Rhône ces dernières 24 heures. 913 patients sont hospitalisés, c'est 38 de moins que la veille. Les services de réanimation ont admis 8 nouveaux patients en 24 heures. 126 personnes sont prises en charge désormais dans ces services. 15 décès ces dernières 24 heures dans le Rhône. Le nombre de patients morts à l'hôpital depuis le début de l'épidémie, le 1er mars, s'élève à 2081 personnes. Les taux d'incidence restent élevés. 220 pour 100 000 habitants dans le Rhône, 212 pour 100 000 dans la métropole. Le taux de positivité est à 8,2%. Pour la seule journée de mercredi, 3603 personnes ont été vaccinées dans le département, dont 934 en EHPAD. Le Rhône représente à lui seul 25% de la vaccination régionale. La France a enregistré 22 848 nouvelles contaminations en 24 heures, contre près de 27 000 la veille. 358 décès supplémentaires, contre 316 mercredi. La vaccination s'accélère en France. Le gouvernement sera en mesure de vacciner 70 millions de personnes d'ici fin août si la totalité des vaccins commandés sont validés par les autorités sanitaires européennes et mondiales, a assuré le ministre Olivier Véran. Le gouvernement se donne une semaine en tout cas pour voir si le couvre-feu à 18h suffit à limiter la circulation du virus. Dans le cas inverse, il envisage de passer à l'étape supérieure, un 3e confinement. 2000 étudiants, 700 selon la police, ont manifesté hier à Lyon. Les étudiants demandent la réouverture des universités pour tous et pas seulement pour les premières années. Ils veulent de nouvelles mesures de soutien pour lutter contre la précarité étudiante et des moyens pour les services de santé universitaires, ainsi qu'un vrai soutien psychologique. Emmanuel Macron a souhaité hier que les étudiants puissent, s'ils le souhaitent, retourner suivre des cours en présentiel à l'université, 1 jour par semaine. Déclaration faite au cours d'un échange avec des étudiants dans une université parisienne. Emmanuel Macron. Un étudiant ou une étudiante a le droit d'avoir 20% de son temps en présentiel. Et on doit essayer de tenir, c'est d'ailleurs 1 jour sur 5. Et on doit essayer de tenir aussi pour que les jauges, comme on dit, ce terme est affreux, mais que ce soit jamais plus de 20%. Ce qui permet d'avoir des distances, ce qui permet aussi de pas avoir trop de monde sur un site. Donc c'est assez compliqué à gérer, Je dis pas que c'est facile, mais j'ai confiance dans vos responsables et les présidents d'université, leurs équipes, celles qui gèrent les filières. Mais aujourd'hui, il y avait des ouvertures qui avaient été faites depuis début janvier. Traiter les plus fragiles, ceux qui en ont besoin par groupe de 10, le demi-TD, mais qui était pas fait partout. Je sens aussi qu'il y avait parfois une forme de démobilisation. On se disait, est-ce que ça vaut bien la peine? Ce que je veux maintenant, c'est que la règle soit très simple. Elle va être préparée avec les universités. On ne peut pas faire une reprise en 2e semestre normal. On ne serait pas raisonnable. Je ne sais pas vous dire ce qu'on devra faire pour le pays complet, mais on va avoir un temps dur. Vous voyez, les cas continuent d'augmenter. Le virus est quand même très présent et il y a ses variants. Mais en prenant tout ça en compte, on ne peut pas, compte tenu de ce que votre génération a déjà vécu, ne pas prendre en compte le fait que vous avez le droit aussi d'avoir un peu besoin quand même de présentiel, d'échanger avec des profs, de croiser d'autres élèves. Mais on doit le faire en tenant en compte cette situation sanitaire. Emmanuel Macron a aussi annoncé que l'ensemble des étudiants pourront avoir accès à 2 repas par jour pour le prix d'1 € le repas dans les restos U, afin de leur permettre de faire face aux conséquences de la crise. L'écologiste Fabienne Grébert veut elle aussi la fermeture de la centrale du Bugey. La candidate du pôle écologiste aux élections régionales souhaite même la
fermeture de tous les réacteurs de plus de 40 ans avant 2024. La région compte à elle seule 3 installations de plus de 40 ans, Tricastin dans la Drôme, Cruamès en Ardèche et la centrale du Bugey près de Lyon. Des élus de l'Ain et de la communauté des communes de la plaine de l'Ain ont répondu sèchement aux demandes des écologistes. Ils rappellent que la métropole est très dépendante des territoires voisins pour son énergie, notamment électrique, et la centrale du Bugey contribue à son équilibre. La consultation sur la prolongation des activités des réacteurs nucléaires de plus de 900 MW et de plus de 40 ans se clôture ce vendredi. C'est une expédition quelque peu particulière qui va avoir lieu ce samedi au Grand Large. Le Grand Large, c'est le réservoir du Rhône, situé en amont de Lyon, à Meyzieux, est partie intégrante de l'usine hydroélectrique de Cusset, un endroit où il fait bon se promener, voire même voguer sur l'eau. Mais le fond du fleuve réserve parfois bien des surprises. On en parle dans quelques instants avec notre invité. Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Franchement, vivement qu'on entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment ? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid, et ce n'est qu'un début. Ceci est un message du gouvernement. Bonjour Lionel Rare. Bonjour Gérald de Bouchon. Plongeur et président d'Odysseus 3.1. D'abord, rappelez-nous ce que c'est votre association qu'on a découvert il y a déjà quelques mois, voire même déjà peut-être quelques années, à travers ces opérations de repêchage de trottinettes et d'exploration du lac de la Tête d'Or, c'est ça ? Mais rappelez-nous un petit peu l'esprit de l'association. Oui, effectivement, ça va faire bientôt 3 ans que nous existons. Nous sommes une organisation de protection de la nature avec 3 moyens pour atteindre cet objectif: l'exploration, la recherche scientifique et la transmission génération future par le volet éducatif. Et ce week-end, vous nous proposez une opération spéciale, une opération qui s'annonce captivante. C'est tout près de chez nous, hein. C'est pas, cette fois-ci, c'est pas au lac du parc de la Tête d'Or, mais c'est dans un espace également que les Lyonnais connaissent bien, un espace aquatique. Et cet espace aquatique, il s'agit du Grand Large à Meyzieux. Exactement, en plein dans la métropole lyonnaise, un bassin bien connu de 160 hectares. Et effectivement, on a essayé de mettre plusieurs ingrédients dans cette opération. On a mis de l'histoire, on a mis de la recherche et un peu d'exploration et beaucoup d'écologie. Une mission un petit peu triple. On a tout d'abord effectué des plongées de repérage pour nous apercevoir que le bassin contenait malheureusement une quantité très très importante de pneus. On en a repéré entre 100-150 pneus et on ne sait pas exactement combien on va en trouver samedi. Donc on a pris la décision de les retirer. Et puis en retirant cette pollution toxique due à des métaux lourds, issus notamment d'hydrocarbures, on retire également malheureusement de l'habitat pour la faune aquatique. Alors on va immerger des habitats artificiels. On a des scientifiques qui se sont penchés avec nous sur le sujet pour immerger des habitats et faire une phase test pour voir un petit peu quelle va être la réaction de la faune. Et puis enfin, un 3e volet qui nous passionne également, un brin d'histoire. Le 30 avril 1944, un escadron de l'aviation alliée a bombardé des hydravions qui étaient sur le bassin du Grand Large, des hydravions allemands et français qui ont été bombardés. Alors, il y a forcément des traces, des stigmates de cette opération et on va envoyer une équipe de plongeurs avec des détecteurs de métaux subaquatiques, des soufflants pour dévaser en espérant retrouver des traces de ce bombardement, tout simplement. Pour revenir à ces pneus, c'est des pneus que certaines personnes jetaient il y a encore quelques années quand on ne savait pas quoi en faire, quand la filière de recyclage peut-être n'existait pas. Ces pneus, ils présentent un danger même plusieurs années plus tard ? Oui, complètement, puisqu'ils continuent à se désagréger. Et puis au fil des années, la matière est de plus en plus cassante, poreuse, friable. Il y a 2 sources possibles de ces pneus. Peut-être des expériences comme c'était la mode dans les années 80, de vouloir immerger des pneus en justement se disant que ça allait apporter un abri pour les poissons. Ça a été tenté dans le sud, du côté d'Antibes, des récifs de 25 000 pneus que l'on retire maintenant, mais sans aucun succès. Et puis la source aussi la plus probable, on va dire un civisme classique, la manière de se débarrasser de pneus en les jetant dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer concrètement samedi ? Vous êtes une vingtaine, une trentaine, je crois, de bénévoles. Vous allez commencer par quoi ? Oui, alors samedi, nous avons 22 plongeurs que nous avons répartis par groupe pour respecter les conditions qu'on nous
nous impose. On va commencer par l'opération nettoyage et exploration et on terminera par la partie immersion des habitats, puisqu'il faudra attendre que la vase retombe, on va dire ce qu'on appelle la touille communément en langage de plongeur, que la touille retombe pour qu'on puisse installer correctement l'habitat. Les récifs artificiels que vous mettez en place, ça se présente comment, en quelle matière ? C'est des sortes de plots en béton neutre, des petits plots qui font soit 20 par 20, 40 par 40. Ils sont percés et on va installer des bambous séchés, pas vivants, parce que sinon on va rajouter de la problématique. Voilà, ce sont des assemblages entre 3 et 6 blocs, de petits blocs. Il faut combien de temps pour que le système ensuite se réinstalle à l'intérieur ? Alors on ne sait pas vraiment parce que c'est plutôt nouveau en eau douce. Ça se fait beaucoup plus en eau salée, où là, il y a une densité de vie qui est parfois bien plus importante et sur ces supports, ça peut aller plus vite. On ne sait pas exactement, donc du coup, ça va être vraiment un test. Et on a obtenu donc les autorisations du gestionnaire EDF pour réaliser cette phase expérimentale et on a également des autorisations de plongée pour que nos scientifiques puissent venir régulièrement observer l'évolution des plots immergés. Et alors, la dernière opération, c'est la recherche de munitions ou même des restes de carlingues. C'est des choses que vous avez vues lors des opérations d'immersion que vous avez déjà pratiquées, de reconnaissance ? Alors, oui, je dirais que la problématique des munitions immergées est relativement inconnue, mais c'est une, hélas, bombe à retardement sans jeu de mots. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et pendant 30 à 40 ans, l'ensemble des belligérants se sont débarrassés de leurs munitions dans les eaux, dans les mers, les océans ou les eaux intérieures, lacs et rivières, pour ceux qui en avaient. Nous, on a déjà contribué à la découverte des munitions dans le lac Léman, à un peu plus de 50 mètres, et on est désormais en discussion avec les autorités suisses puisqu'il va y être procédé à leur évacuation et on sera très heureux quand ce sera fait. Donc là, c'est une autre opération un petit peu dans le même esprit, si ce n'est qu'il y a beaucoup de sédiments dans le grand large sur cette zone-là et que l'on s'attend à avoir une vraie exploration minutieuse. Ok, des algues invasives aussi, parce qu'on parlait beaucoup de Jussie il y a quelques années, ça existe encore ? Alors, il y a effectivement des algues, la faucardeuse passe régulièrement. Alors, c'est plutôt des plantes que l'on trouve, plutôt que des algues. Je pourrais vous en dire un petit peu plus samedi, parce que pour l'instant, on a fait nos 2 plongées de repérage et on était vraiment concentrés sur les pneus. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, et puis on suivra tout ça bien sûr durant la journée de samedi. On reviendra vous voir pour en savoir plus sur ce que vous avez découvert au grand large à mes yeux. C'est à l'est de Lyon. Merci Lionel. Merci à vous Gérald, passez une très bonne journée. Les brigades et unités de gendarmerie d'Auvergne-Rhône-Alpes disposent désormais de véhicules électriques pour les liaisons. Des Zoé, Kangoo, Master et 5008 Peugeot ont été livrés notamment à la caserne de Satonnet-Camp. Des vélos électriques sont également prévus pour certaines zones. Dans le Rhône, c'est la brigade de Tassin-la-Demi-Lune qui va bénéficier de 2 VTT. Dimanche à 21h, l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais se disputeront le 110e derby en Ligue 1. La dynamique plaide en faveur des Lyonnais, mais les Verts peuvent espérer en s'appuyant sur leurs derniers résultats face à leur meilleur ennemi dans le chaudron. En effet, les Stéphanois ont remporté 4 des 6 derniers derbys à domicile pour 2 défaites, et notamment ce cinglant 5-0 en novembre 2017. En basket, en Euroleague féminine, l'Asvel réussit l'exploit face à Prague en s'imposant 85-74. L'Asvel féminin se qualifie pour les quarts de finale. En Euroleague, cette fois-ci chez les garçons, l'Asvel retrouve le sourire face à Valence en s'imposant là aussi 90-77, et ce 48 heures après avoir lâché un match qu'elle n'aurait jamais dû perdre contre l'Olympiakos. Thierry Pilat devrait succéder à Thierry Théodori à la tête de la Altony-Garnier. Le recrutement de Thierry Pilat devrait être acté lors du prochain conseil municipal de Lyon. Actuellement directeur de la scène musicale Le Fil à Saint-Etienne, spécialiste des musiques actuelles, Thierry Pilat est aussi connu à Lyon pour avoir été programmateur du Ninkasi à ses débuts. L'émission de cuisine Top Chef entame une 12e saison sur M6 à partir du 10 février avec un chef lyonnais en lice, Adrien Zeda. Adrien Zeda a travaillé en Australie au Royal Mile Hotel. Il est passé par plusieurs maisons avant de laisser éclater son talent à Lyon dans 2 restaurants voisins du 1er arrondissement, dans le secteur de l'Opéra, Victoire et Thomas, et bien sûr le fameux Culina Hortus, premier restaurant gastronomique végétarien, élu meilleur restaurant végétarien du monde en 2020. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Soyez prudents et on se retrouve bien sûr lundi, même heure, même antenne.